Red Bull qui me donne tort en allant chercher son premier podium, une Alpine très très solide dans ce début de saison et des McLaren qui ont complètement foiré leur week-end au Canada. On va voir tout ça, vous êtes à la Cool Room, je suis Mehdi, avec moi Marilyn et sans trop tarder on commence cet épisode, générique. Et on commence avec le tour de chauffe et c'est Marilyn qui va nous donner la première nouvelle, je te laisse la parole. Oui, donc le dernier Grand Prix a eu lieu au Canada, plus précisément sur le circuit Gilles Villeneuve, qui porte le nom du Grand Gilles Villeneuve, qui, rappelons-nous, était qui est décédé en 1982 suite à un accident sur le Grand Prix de Belgique. Gilles Villeneuve est tout un personnage. Dans le fond, c'était le fils spirituel de Enzo Ferrari. Il coursait pour l'écurie de Ferrari. C'est le seul et unique Canadien qui a remporté le Grand Prix de Montréal et la première édition qui a eu lieu en 1978 d'ailleurs. Gilles Villeneuve a été honoré le week-end dernier, d'ailleurs, par le gouvernement du Québec. La première ministre du Québec, Christine Fréchette, était présente, ainsi que le ministre de la Culture, pour officialiser la plaque qui va être posée à son nom sur le circuit de manière permanente, ainsi qu'une exposition qui va avoir lieu au parc Jean-Drapeau, qui s'appelle Salut Gilles, une histoire de vitesse à Montréal, ce qui lui donne officiellement le titre de personne historique du patrimoine culturel québécois. C'est un grand hommage pour Gilles. Moi, je trouvais que ça valait en peine d'en parler aujourd'hui. C'est une belle nouvelle. Donc, ça va être tout pour moi pour cette nouvelle. Toi, Mehdi, qu'est-ce que tu as à nous raconter aujourd'hui? Eh bien, moi, je vais partir sur une nouvelle complètement différente. Vous vous rappelez, à l'autre épisode, on s'était dit qu'il y a des rumeurs sur le mouvement de Verstappen. Eh bien, il y en a encore plus sur ces rumeurs. On a vu ce week-end de Grand Prix de Canada, on a vu Jos Verstappen, l'ancien pilote F1, le père et le manager de Max Verstappen, dans une rencontre qui a été prise en photo par plusieurs journalistes, une rencontre avec Toto Wolff, le CEO et team principal de AMG Mercedes. Eh bien, cette rencontre, on n'a pas les détails de ce qui s'est passé. Rappelons-le que Max Verstappen quand même course avec une Mercedes en GT3. Mais Max Verstappen a aussi dit qu'il va être en F1 en 2027, sauf qu'il n'a pas précisé qu'il va être avec Red Bull ou avec quelle équipe. Sachant que Max Verstappen, il a une clause dans son contrat qui lui permet d'être libéré de son contrat si il ne fait pas troisième place ou mieux. Et actuellement, il est toujours pas en troisième place. On sait aussi que chez Mercedes, George Russell n'est pas encore renouvelé. Donc, ça risque d'être très mouvementé. En tout cas, ça alimente les rumeurs de mouvement. Peut-être que Toto Wolff, après tant d'années à avoir cherché à avoir un Max Verstappen, il va finir par l'avoir dans son écurie. On va suivre ça de près et vous dire tout au long des prochains épisodes ce qu'il en est de cette histoire. Aussi, j'ai une autre nouvelle. La mode et le luxe s'invitent dans le paddock parce que Gucci est officiellement un sponsor titre de Alpine. On sait que Alpine avait BWT depuis 2022. Si je me rappelle bien, depuis 2022 que Oui. c'est BWT qui est avec Alpine comme sponsor titre. BWT qui était venu avec Otmar Safnauer. À l'époque où il était à Alpine. Il n'est plus, mais on sait que Luca De Meo, qui était le directeur général du groupe Renault et qui est maintenant directeur général de la marque Kering. La marque, je ne sais pas si on le prononce comme ça d'ailleurs, mais en tout cas, c'est l'entreprise qui gère la marque Gucci. Je sais, ils n'ont pas encore sorti de livret officiel, mais en tout cas pour 2027, Alpine va être renommé Gucci Racing Alpine. Et Oui. c'est une bonne nouvelle de voir que des marques d'un tel renom et tel héritage s'intéressent à la F1 et viennent poser leur pierre à l'édifice eux aussi. Oui, C'est on va voir enfin Alpine quitter le rose pour prendre les couleurs de Gucci. Ça va être intéressant. Tu sais, on a déjà Louis Vuitton sur les pistes. Là, maintenant, on a vraiment Gucci sur les voitures. On passe dans le luxe davantage, là. Oui, c'est vrai, on a déjà, après la signature de LVMH avec la F1, on a commencé à avoir les cases de trophées qui sont signés Louis Vuitton. On a commencé à avoir une première marque de luxe s'inviter sur les circuits. Bien, maintenant, ça va être, comme tu as dit, une équipe qui est aux couleurs
couleurs de Gucci. Moi, j'ai trop hâte de voir quel livret ils vont nous proposer. Et j'ai surtout hâte de voir comment vont être habillés les mécanos et les Oui, pilotes chez Alpine la saison prochaine. oui, ils vont avoir un style qui vont se démarquer, Ils c'est vont avoir un certain. style Gucci, comme on dit. Oui, oui, exactement. Mais en plus, veux pas, Gucci va ramener tout ce qui va autour, tu sais, les produits dérivés, des événements spéciaux, etc. J'ai bien hâte de voir ça aussi, ça va être intéressant. Donc oui, c'est tout pour le tour de chauffe. On passe maintenant au vif du sujet, c'est-à-dire l'analyse du dernier Grand Prix du Canada. Je te laisse commencer, Mehdi. Merci, c'était un week-end intéressant, c'était un week-end très mouvementé, avec beaucoup de choses à dire, mais moi j'aimerais rester sur Alpine et parler de la saison de Alpine qui s'est confirmée encore une fois avec ce Grand Prix de Canada. Alors on a Colapinto qui fait son meilleur résultat de sa carrière encore une fois, il ne fait que s'améliorer, 8e, 7e, cette fois-ci il a fini la course en étant 6e. La voiture, elle a l'air d'être bien. On voit Pierre Gasly qui a pu remonter pendant la course du dimanche d'une 14e place à une 8e place pour aller chercher des points aussi. Finalement, on pourrait dire que ce changement de moteur, une triste nouvelle pour Renault qui n'est plus à la F1, mais une très bonne nouvelle pour Alpine qui voit ses résultats s'améliorer, qui voit sa place se solidifier. Oui, définitivement. Surtout que je pense qu'ils sont déjà rendus à plus de points après 5 courses par rapport à leur totaux de points de l'année dernière. Exactement, on voit une équipe qui fait beaucoup mieux que l'année dernière. L'année dernière, bon, c'est difficile de faire pire, ils étaient bons derniers, mais Oui. là, on les voit, certes, ils sont pas encore à la poursuite des grandes équipes, ils sont pas en train de se battre pour des positions en avant, mais ils ont leur 5e place très solidifiée, très garantie. Ils sont à la tête du midfield, ils dominent le midfield, il n'y a même pas de concurrence, on peut pas comparer une Haas ou une Williams à ce que fait Alpine cette année, c'est du très très solide. S'ils continuent comme ça va être très bon pour eux, ça va leur donner des opportunités d'encore aller plus loin, mais j'espère que ça va pas s'arrêter là, j'espère qu'ils vont pouvoir pousser la recherche, pousser leur développement pour pouvoir aller peut-être chercher les équipes qui sont à la 4e et 3e place, McLaren, Ferrari, Red Bull, et voir plus de concurrence en avant. Mais pour le moment, ils sont dans comme les journalistes vont l'appeler, un no man's land, où Oui. ils sont, certes, ils vont pas... ils vont pas déranger les équipes en tête, mais ils sont très loin des équipes qui sont derrière eux. Et si par exemple une McLaren faille à sa mission ou une Red Bull faille à aller chercher les points, ben c'est sûr que eux peuvent venir jouer les troubles faits et aller chercher des points à gratter pour encore solidifier leur position. Oui, clairement, parce que, tu sais, on voit 2 Alpines dans le top 10 du dernier Grand Prix. C'est quand même pas rien, comparativement à McLaren qu'on voit pas du tout dans ce top 10-là. Bah oui, McLaren, c'était une histoire triste ce week-end. Certes, leur sprint était correct. Un Norris opportuniste qui, après une bataille des deux Mercedes, il a su aller chercher une 2e place. Piastri qui a pris une 4e place, qui est une place naturelle pour McLaren maintenant. Sauf que leur dimanche était catastrophique. Leur dimanche Oui. est parti déjà sur un pari de pneus perdants. Un pari que moi, personnellement, je trouve très mauvais pour une équipe qui joue les 2e places. C'est-à-dire que toute la grille, tout le top 10 s'est lancé sur des softs. Et on voit les McLaren qui se sont entêtés à commencer leur course avec des intermédiaires. Certes, avec le départ raté de Lindblad qui a fait que la mise en grille a duré 3 tours et non pas juste un tour, ça n'a pas facilité leur tâche, ça a rendu leur tâche plus difficile de rouler avec des intermédiaires, mais c'est inacceptable pour une équipe qui joue les premières places de aller se mettre en grille, voir qu'ils se sont trompés de choix pneumatique, mais insister pour garder ça. Norris, quand même, il a fait un bon départ. Malheureusement, il n'avait pas les bons pneus. Il a su remonter, mais malheureusement, la voiture l'a lâché et il n'a pas pu finir la course. Alors Piastri, je ne sais pas ce qui est arrivé à Piastri, ce qui lui est passé par la tête. Est-ce qu'il a manqué de concentration? Est-ce qu'il était sur les nerfs? Mais l'accident de Piastri avec Albon, moi je trouve ça pour un pilote de son niveau inacceptable. C'était une, c'était une tentative désespérée de dépassement. C'était un coup de désespoir.
Ça n'avait pas de sens, ce freinage qui ramène. Il veut prendre deux voitures sur une seule épingle. Il vient, il percute Albon qui n'a rien demandé. Et c'était très mal joué de sa part. Ça a ruiné même le week-end des McLaren. Ils sont sortis avec 0 point d'une course où les Ferrari ont fait une très belle course et ont pu redépasser les McLaren au classement. Donc, moi, je trouve qu'ils ont très mal joué leur coup ce week-end. Même Piastri, il trouve qu'ils ont très mal joué le week-end. D'ailleurs, il a dit une déclaration forte où il a dit on est passé de héros à crétin. Et j'aurais pas dit mieux. Oui, c'était un peu ridicule. Puis en parlant de Ferrari, j'ai cru comprendre aussi que Lewis Hamilton avait carrément laissé tomber le simulateur pour voir de meilleurs résultats littéralement sur la course présentement, là, qui se retrouve dans le top 3. Bah, j'ai envie de dire que ça a marché, ça a donné ses Oui, fruits. Mais oui, effectivement, Lewis Hamilton, il a dit qu'en 2025, il essayait de travailler avec le simulateur. Ça a très mal marché pour lui la saison dernière, on l'a vu. oui, Il a dit que malheureusement. là, sur les courses où il n'a pas travaillé avec un simulateur, c'est-à-dire la Chine et maintenant le Canada, il a fait ses meilleurs résultats. Il a dit qu'il va juste laisser tomber le simulateur, qu'il va trouver d'autres méthodes de travail. Euh, c'est drôle parce que dans cette ère où on voit que la majorité des pilotes et des équipes comptent énormément sur la technologie, sur la data, la méga data qu'ils ont et tous les logiciels d'analyse qu'ils emploient pour chercher les meilleures stratégies, le petit dixième par-ci par-là. Eh bien, on voit qu'un septuple champion du monde euh, travaille d'une autre façon, prend ses marques, change la façon de travailler et va chercher à se perfectionner ailleurs. Et c'est rafraîchissant de voir que euh, il, il va progresser de la façon dont lui il entend et non pas être juste à la merci de la technologie que l'équipe met à sa disposition. Il ne faut pas prendre ça comme si Lewis Hamilton il remettait en question le simulateur. C'est juste qu'il dit c'est le simulateur Ferrari qui a une mauvaise corrélation entre le simulateur et la piste. Donc lui, ce qu'il fait, c'est il veut ramener la data autrement pour travailler avec l'équipe à améliorer le simulateur. Mais en tout cas, on a vu qu'il a fait une deuxième place. Il a fait un très bon week-end. Malheureusement pour Charles Leclerc, on peut pas dire que c'était la même chose, même si il a fait une quatrième place. Mhm. Mais son week-end était très difficile. On a vu la déception juste après la course et ses interviews après la course. Il y avait une sorte de déception mélangée à une surprise de pas avoir fait de si mauvais résultats alors qu'il sentait pas la voiture. Mais en tout cas, Lewis Hamilton, c'était un week-end rafraîchissant et pour lui et pour nous de le voir conduire comme ça et avoir du résultat comme ça et prendre du plaisir surtout au volant de sa Ferrari. Oui, puis après ce Grand Prix-là, on peut pas se passer de parler de Mercedes, hein, parce qu'on se rappelle, le top 3, c'était Kimi, Hamilton et Verstappen. Mercedes, moi, c'est ce qui m'a le plus, pas choqué, mais amusé pendant la course. Là. Tu sais, le 30 premier tour de la course avec Russell et Kimi qui se chamaillaient, là, c'était vraiment rafraîchissant, c'était bien. Bah oui, pour nous c'est Oui, amusant, mais tout le week-end c'était une preuve que les hostilités sont ah oui, lancées chez Mercedes. définitivement. On voit la pression sur George Russell qui va des roues contre roues très musclées contre son jeune coéquipier Kimi, mais on voit Oui. aussi un Kimi qui était frustré pendant la sprint, qui était énervé par la manœuvre d'un George Russell qui ne se laissait pas faire, qui ne sait pas qui n'a pas hésité de le faire remarquer à son ingénieur et il était très mécontent, très énervé. Ça a pris une intervention de Toto Wolff en personne à la radio pour calmer les esprits, pour lui dire écoute, on va arrêter de pleurer et on va se concentrer sur la course. Moi maintenant, c'est sûr que si c'était un autre pilote, si c'était un autre pilote qui l'a fait, non pas George Russell, je suis sûr que Mercedes aurait eu une approche différente, qui serait allé voir la FIA pour chercher à donner une pénalité à l'autre pilote, parce que quand même
c'était musclé, c'était à la Oui. limite du légal. Oui, parce que Kimi s'est ramassé dans l'herbe quelques fois, hein? Oui, ça lui a coûté même sa deuxième place, mais bon, il a su revenir de ça et rebondir de ça. Surtout, on a vu, comme tu as dit, pendant une course, avec 30 premiers tours, tout un premier relais où les deux Mercedes n'arrêtaient pas de se faire la bataille, roue contre roue. C'était Oui. limite, très très limite. Ça a frôlé la catastrophe plusieurs moments. Euh, mais on a vu que George Russell, même sous la pression, il reste qu'il a quand même l'expérience de faire la course, l'expérience du roue contre roue. Kimi, il a un très bon rythme, ça me surprend. Moi, de plus en plus, course en course, je deviens plus fan de Kimi Antonelli parce que je trouve que il a ce talent brut, il a cette façon des champions du monde de pas se laisser faire, de pas se laisser manger, d'aller chercher, d'avoir toujours un très bon rythme, de pousser sa machine, de, de tenter quelque chose. On le voyait de déborder sur le côté pour mettre la pression à George Russell sur chaque tour. Mais c'est juste, il lui manque un peu d'expérience, mais il avait le rythme pour aller chercher son coéquipier. Bon, il a aussi un peu de chance avec lui. On voit que c'est limite des fois ce qu'il fait, mais ça n'aboutit pas à une catastrophe. Au contraire, Oui. ça a l'avantage. Mais en tout cas, c'était dommage pour George Russell, même si on a vu un geste un peu antisportif que lui-même critiquait avant chez d'autres pilotes comme Max Verstappen. Mais là, on l'a vu énervé, on l'a vu pas en maîtrise de lui-même. Et c'est pas bon de faire ça, d'avoir une image comme ça, surtout pour George Russell qui est sur la sellette chez les fans et peut-être même chez Mercedes d'après les rumeurs. En tout cas, la FIA a sanctionné son geste où il a jeté l'appui-tête dans le circuit. Il va Ouais. devoir payer une amende pour ça. Mais Kimi, il a encore fait une autre victoire. C'est sa quatrième de la saison. Il commence très très solide la saison. Il confirme sa place chez Mercedes. Il confirme peut-être sa place euh, en tant que candidat sérieux à être Oh oui. champion du monde cette saison-là. Oui, tu sais, c'est sûr qu'on était en début de saison, fait que oui, les premières places qu'il y a eu, on pouvait se dire que c'est peut-être la chance avec la conception des nouvelles voitures, etc. Mais là, c'est plus juste de la chance. C'est plus juste une question de voiture, de moteur, etc. Là, tu sais, on voit vraiment le talent de Kimi Alors, se démarquer, là. moi et même d'autres gens, c'est tellement, comme tu as dit, c'était intéressant de voir la bataille des Mercedes qu'on est revenu à oublier le nouveau règlement et les défauts du nouveau règlement. C'était très intéressant, Oui, c'était amusant à regarder. on a définitivement vu une meilleure tu sais, chimie par rapport au. Tu sais, on parlait du super clipping dans les clips précédents, tu sais, que ça causait problème, ça ralentissait les voitures pendant qu'ils rechargeaient leur batterie, mais j'ai pas eu ce feeling-là sur le circuit. Tu sais, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait des voitures qui se laissaient dépasser parce qu'ils étaient en recharge ou nécessairement. Tu sais, il y avait toujours une espèce de petit combat avec les voitures, c'était intéressant. Oui, c'est sûr que les équipes et les pilotes, ils ont appris à ils apprennent à mieux gérer leur batterie, à mieux gérer leur monoplace. Et il y a eu un petit changement de règlement aussi qui Mhm. permet. Il y a les spécificités du circuit du Canada où c'est un circuit avec des grosses zones de freinage où ils peuvent ramener plus de freins pour recharger plus leur batterie. D'ailleurs, on a vu Lewis Hamilton exceller dans ça au premier virage où il ramenait plus de freins sur la première chicane pour recharger sa batterie, avoir plus d'énergie pour le restant du tour ou du moins pour le restant de la première partie de son tour. Euh, c'est sûr qu'ils vont commencer à s'adapter à ça, qu'on va les voir de plus en plus à l'aise, mais en tout cas, ça annonce de belles courses à regarder, ce qu'on a vu cette fin de semaine au Canada. Oui, vraiment. Puis, tu sais, j'étais bien heureuse de voir aussi Max Verstappen reprendre le top 3.
même si c'est pas définitif pour le reste de la saison. Mais tu sais, je veux dire, c'est quand même une troisième position, presque une deuxième, avec sa petite bataille avec Hamilton. Tu sais, on voit tu sais, le moteur Ford se démarquer déjà tu sais, au début de saison, c'est bien. Bah, oui, c'est un premier podium pour le moteur Red Bull Ford. On a vu un Max Verstappen un peu plus heureux Oui, maintenant qu'il joue mais avec, pas qu'il joue les premières positions, mais avec une voiture un peu plus performante, avec une voiture sur laquelle il a plus de maîtrise. Il était heureux de ses batailles avec Hamilton, son oui. éternel rival. Ça fait Euh, du bien de voir ça aussi. Puis leur chimie qu'il y avait sur le podium avec Kimi, là, c'était beau à voir. Oui, et même les batailles sur la course, c'était une très belle bataille entre Hamilton et Verstappen. Verstappen qui fait son premier podium de la saison, Red Bull en général, on a vu une amélioration parce que Isaac aussi, il avait un très bon Cinquième, rythme, il a fait oui. cinquième. Et de voir des améliorations comme ça, de voir un Max Verstappen heureux de sa course, des résultats. Mais pour nuancer, faut pas oublier qu'il y a eu l'abandon des deux McLaren, ce qui libère deux places en avant. Oui, c'est sûr que ça a Euh, un impact. Là. Et aussi George Russell qui n'a pas pu terminer la course à cause exa- de sa monoplace. Là, Exactement, mais ce qui fait que si on prend, c'est très, mais même Max Verstappen, il reste très lucide, c'est ce qu'il dit. Il dit c'est circonstanciel. Il y a eu comme trois abandons qui ont joué en faveur de Red Bull et qui lui ont donné l'opportunité d'aller chercher cette position. Mais comme il nous a habitués au passé, Max Verstappen, dès qu'il y a une opportunité, ben, il ne va pas la rater. C'est là qu'on voit les grands pilotes. Ils savent toujours aller chercher le maximum qu'il y a à chercher. C'est-à-dire que le gap. si les autres se ratent, eh ben, lui, il va pas se rater. C'est là qu'il va aller rattraper des points. C'est là qu'il va aller grignoter ce qu'il y a à grignoter pour ne rien laisser d'à côté. Oui, effectivement. Et je pense qu'on a pas mal tout dit pour ce qui est de l'analyse du dernier Grand Prix. Pour ma part, oui, je voulais surtout parler de ces sujets-là. Je voulais aussi dire peut-être dire que Ferrari redépasse McLaren, mais pour des fans de Ferrari, faut pas s'emballer, parce que Oui. Ferrari peut toujours faire mal au cœur à ses fans, mais on espère qu'ils vont aller chercher plus de performances, surtout avec la duo qui va arriver très bientôt, et on va vous parler dans les prochains épisodes de ce qui va être décidé. Mhm. Peut-être que Ferrari va pouvoir trouver plus de performances. Mais sinon, c'est tout ce que je voulais dire pour l'analyse. Et là, je te laisse la parole avec l'école du paddock pour nous dire c'est quoi ton sujet de cette semaine. Oui, donc pour l'école du paddock, j'essaie toujours de prendre des sujets qui ont une relation avec le dernier Grand Prix. Et moi, ce qui m'a plus marqué pour le dernier Grand Prix, c'est le choix des pneus, entre autres, de McLaren pendant la course. On a vu que c'était une mauvaise stratégie, ça leur a coûté des points, évidemment, ça leur a coûté des positions. Donc, j'aimerais ça parler un peu des pneus, en fait. Qu'est-ce qui définit un pneu sur une F1? C'est quoi la différence entre un pneu de F1 et un pneu sur nos voitures de tous les jours? Donc, évidemment, les pneus de F1, c'est vraiment loin des pneus de voiture qu'on a. Déjà, de un, on a deux catégories principales, les slicks et la catégorie pour les environnements mouillés, là, comme on a vu ce week-end. Donc, McLaren qui a commencé justement avec un pneu intermédiaire qui a des rainures, parce que normalement, dans un temps sec, les pneus sont complètement à plat. C'est ce qu'on appelle les slicks, en fait. Donc, depuis 2011, on a des pneus qui sont Pirelli. C'est pas, dans le fond, c'est la FIA qui choisit quelle compagnie va fournir les pneus. Chaque course a un nombre de sets de pneus par course, évidemment, qui doit être retourné après la course si on n'a pas utilisé tous les pneus. Puis c'est vraiment la FIA qui choisit quels pneus pour chaque circuit vont être utilisés. Considérant les courbes du circuit, la température, etc. Donc, dans les pneus slick, on a 5 pneus différents qui sont de soft à hard
en passant par le médium. La caractéristique des pneus slick, c'est que comparativement à un pneu de voiture qui peut rouler jusqu'à 40 000 km, un pneu slick va être créé un peu pour se dégrader sur la piste. C'est sûr que ça dépend de la température du pneu. C'est pour ça qu'on peut voir au début des courses des couvertures chauffantes sur les pneus, ce qui les rend presque reluisants. Là. C'est ce qui fait qu'ils sont collants. Ils sont chauffés à une température entre 80 et 110 degrés Celsius, soit par les couvertures, soit par la course en soi. C'est ce qu'on voit aussi les monoplaces faire des zigzags là, quand ils sont derrière safety car, par exemple, ou pendant le tour de formation, c'est dans le but de chauffer les pneus. Parce que quand les pneus sont froids, ils n'ont pas l'adhérence optimale pour le circuit. Ils sont presque glissants. Tandis que quand ils sont à la bonne température, c'est là qu'ils vont vraiment bien coller à la piste. Les pneus soft vont mieux coller que les pneus hard, mais ils vont se dégrader beaucoup plus rapidement. Les pneus hard, eux autres, vont un petit peu moins bien coller, mais quand même assez bien, est-ce qu'on peut le voir sur les courses? Mais ils vont durer plus de tours que les pneus soft, et le médium est un entre les deux, dans le fond. Donc, c'est sûr que quand le pneu dépasse une certaine température, c'est là qu'on voit le graining apparaître. C'est les espèces de petites boules de rubber qu'on voit apparaître sur les pistes. On voit voler un peu sur les côtés quand les voitures passent. Là. C'est les pneus qui se dégradent carrément, qui se défont. Et ça a un impact, veut pas, sur la course parce que le pilote va perdre de l'adhérence. Et c'est là que c'est aux équipes de choisir la bonne stratégie pour le type de pneus qu'ils vont utiliser pendant la course. Ils sont obligés d'en prendre au moins 2 différents. C'est sûr que Pirelli, dans le fond, la FIA choisit les 3 types de pneus par la course, mais eux autres sont obligés au moins d'en prendre 2. Dans la dernière course, on a vu les pneus intermédiaires, qu'eux ont des rainures. Donc, c'est pas un pneu à rainure comme on est habitué. C'est quand même un pneu qui va se dégrader rapidement s'il y a de la chaleur. Donc, c'est pour ça qu'on a vu McLaren, entre autres, changer rapidement ses pneus, parce que les pneus, dès que ça commençait à être sec, après les 3 tours de formation, ça l'a vraiment séché la piste. Et les pneus ont commencé à se dégrader tellement rapidement que c'était très difficile pour les chauffeurs de garder leur position puis de pouvoir suivre la bataille avec les autres positions, là, dans le fond, les autres monoplaces. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont fait le changement de pneus. Parce que les pneus intermédiaires sont ceux qu'on a vus, c'est des pneus qui sont faits pour des terrains qui sont humides, pas détrempés. Ça tombe dans une autre catégorie parce qu'il y a 2 types de pneus wet qu'on appelle. Le pneu wet, full wet, qu'on n'a pas vu ce dernier week-end, c'est le pneu qui est fait vraiment pour les courses où il mouille. Il y a de la grosse pluie, la piste est pleine d'eau, on doit tenir le terrain, donc les rainures vont être beaucoup plus profondes dans le pneu. C'est ce qui va faire que l'eau va s'évacuer sur les côtés, garder une certaine adhérence au sol. C'est sûr que ça reste mouillé, là, il y a de l'aquaplanage quand même, veut pas. On voit très bien Max se débrouiller dans ce genre de situation-là, mais c'est quand même une situation qui est difficile, même si on a un pneu wet. Donc, on passe avec ces catégories de pneus-là. C'est là que la stratégie rentre en jeu. T'sais, on a vu McLaren qui a fait une mauvaise stratégie. On a comme un peu 2 choix de stratégie avec les pneus, qui est l'undercut ou l'overcut. Souvent, dans le fond, l'undercut, c'est où ce que le chauffeur va piter avant son adversaire, qui a des pneus plus vieux. Il va piter avec des pneus neufs. Il va s'arranger pour sortir avant qu'il revienne de son tour. Donc, ça va lui donner une meilleure position avec des pneus qui sont plus rapides en soi parce qu'ils vont être neufs. Ils vont mieux adhérer à la piste. Ils vont pouvoir mieux performer et garder leur position, tandis que leurs adversaires, eux autres, ont un tour de plus à faire avant de pouvoir piter. Puis ça va avoir un impact quand même assez important sur leur position en soi. C'est sûr que ça se fait pas facilement. Il y a des calculs à faire. Il faut qu'ils calculent le temps qu'ils vont faire pour le pit. Il ne faut pas qu'ils manquent leur pit. Des fois, ça peut prendre 2 secondes. Des fois, ça peut être beaucoup plus que ça. Beaucoup plus, on s'entend, c'est 1, 2, 3 secondes de plus. C'est pas de temps, c'est pas très long, mais dans la F1, 1 seconde, ça fait toute une différence. Et l'autre stratégie qu'on voit aussi, c'est l'overcut. Là, c'est qu'on va piter beaucoup plus longtemps. Plus loin dans la course. On va laisser un pilote faire piter, aller chercher ses pneus neufs, tandis que l'autre pilote va rester sur ses pneus beaucoup plus vieux le plus longtemps possible, dans le but d'essayer plus tard, d'aller chercher des pneus qui sont
plus neufs, tandis que l'autre, lui, ses pneus sont déjà un peu usés. Et là, pouvoir rattraper une position, c'est une technique qui est plus complexe parce que les pneus, en sortant du pit, oui, ont été chauffés, oui, mais ils ont quand même besoin d'au moins un tour pour avoir leur température optimale. C'est dans des situations comme plus Monaco où cette stratégie-là peut être utilisée. C'est pas sur toutes les pistes, mais tout ça, c'est vraiment décidé par toute l'équipe derrière chaque pilote. C'est tout réfléchi. Puis on peut voir d'ailleurs à la dernière course que McLaren n'a pas très bien réfléchi cette stratégie-là, visiblement. Donc, c'est pas mal. Je pense que j'ai fait le tour pas mal de ce que je voulais dire sur les pneus. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, je voulais juste revenir à une seconde. Une seconde dans le monde de la F1, c'est Oui, une c'est éternité. une éternité, c'est ça. Tu sais, pour nous, ça se passe comme ça. Tu vois, ah oui, il a pris 3 secondes pour faire son pit, mais tu sais, dans le fond, ça peut être une position qui perd en 1 seconde. Oui, Là, on le remarque surtout quand les pilotes payent leur pénalité au pit, ils s'arrêtent Oui, et ils n'ont pas le absolument. droit de toucher 5 secondes. La Oh mon voiture, elle Dieu. est 5 secondes, on dirait que c'est des 5 minutes. Oh Tu oui, vois c'est toute long, l'équipe là. attendre. Ouais. Oui, c'est des pénalités qu'on a vues d'ailleurs au dernier Grand Prix, qui malheureusement a affecté certains pilotes, mais pas tant que ça, parce que tu sais, on a vu Gasly se manger 2 pénalités, puis quand même, il est passé de la 14e position à la 8e position. Fait que tu sais, oui, une pénalité peut avoir un impact, mais si le pilote a déjà une bonne avance, c'est plus tant que ça. Ouais. En tout cas, c'était beau de voir ces explications sur les pneus, de Oui, comprendre comment ça marche un peu, comment Pirelli choisit quel composé utiliser pour chaque course. oui, Moi, si je regrette un truc par contre, c'est l'époque des années 2000 où il y avait la guerre des pneus aussi, en plus des moteurs, des châssis, ben fallait choisir le bon fabricant de pneus pour trouver le bon partenariat pour aller trouver de la performance sur des pneus. Ça rajoute une dimension à la course. Bon, ça a ses défauts, c'est pourquoi ils ont décidé d'arrêter de faire ça et d'avoir qu'un seul fabricant de pneus. Euh, on voit que Pirelli quand même essaie toujours de garder des choix intéressants pour les pneus, pour toujours avoir des bons choix de stratégie. Mais moi, personnellement, j'aimerais bien voir un retour, pourquoi pas, de guerre de fabricants de des cartes de pneus. fabricants de pneus, ouais. Mais tu sais, faut dire aussi que les pneus, le format des pneus est figé depuis septembre 2025 pour la saison 2026. Oui, Donc, on a oui. des pneus qui sont beaucoup plus petits que l'année dernière parce qu'on a des voitures plus légères aussi que l'année dernière, plus petites. Puis, tu sais, ça fait une différence aussi dans tu sais, si on avait une compétition entre les pneus, ça aurait peut-être une plus grosse différence aussi sur les positions, j'imagine, là. Bah, c'est sûr, oui, Oui, si t'as Michelin qui arrive avec une façon, une philosophie de pneus différente de Goodyear, différente de Pirelli, et ça fait que Ferrari qui a signé avec Pirelli va faire la course d'une certaine façon différente que Red Bull qui va signer avec Goodyear. Ça pourrait être très intéressant de rajouter cette dimension. Euh, c'est comme la dimension de fabricant d'essence. Chaque équipe oui. a son fabricant d'essence qui va ramener un fuel qui va brûler d'une façon différente. Ben, ça rajoute juste une autre dimension à la conception de la voiture, à la conception de la stratégie. Et, ça ne peut être que intéressant de rajouter de la difficulté aux équipes pour rajouter pas du spectacle, mais je vais dire, Championnat d'ingénierie un peu, là. oui, c'est ça. C'est pas juste la course, tu sais, c'est ça. Moi, c'est ça que j'aime de la F1, c'est que c'est pas juste le meilleur pilote, c'est le meilleur concepteur automobile, les meilleurs ingénieurs, les meilleurs stratégistes. C'est toute une équipe qui travaille derrière. Tu sais, ça veut pas dire qu'un pilote est en dernière position, que c'est un mauvais pilote. Ça veut juste dire que les circonstances, les choix qui ont été faits ont mené à cette position-là. Puis, tu sais, comme on voit avec les différentes équipes, il y en a tu sais, qui sont surtout dans les premières positions, d'autres dans les dernières positions. Ils ont chacun des stratégies différentes. C'est ce qui les amène à ce qu'ils sont capables de faire à chaque Grand Prix, là. Oui, c'est sûr que je suis totalement d'accord. C'est pas juste une course de pilote, c'est une course d'équipe. Oui, C'est pourquoi c'est un sport d'équipe en fait, la F1. oui, oui, absolument. Là. Puis moi, c'est ce que j'apprécie le plus de la F1, justement, parce qu'on est tous... Tu sais, on est rendu au point où on est capable de faire des voitures qui vont extrêmement vite et qui sont capables de prendre tous les virages, mais c'est plus ça, là. Sinon, ça serait... Tu sais, il n'y aurait plus le divertissement comme on veut, là. C'est justement la conception de toutes
ces phases-là ensemble qui font que ça fait un bon spectacle. En tout cas, je pense que ça fait le tour de mon école du paddock. Bah écoute, merci pour cette école du paddock. Oui. Merci à vous de nous avoir regardés jusqu'au bout. Laissez-nous des commentaires, donnez-nous vos avis, ce que vous pensez du week-end du Grand Prix de Canada. Donnez-nous vos prédictions pour le prochain Grand Prix qui va être à Monaco, un circuit historique. Oui, un très beau circuit. Laissez-nous un like si vous avez aimé le contenu. Abonnez-vous pour ne rien rater de ce qui arrive. Merci à toi, Marilyn, d'avoir fait cet épisode avec moi. Ça fait toujours plaisir, Mehdi. Et je vous dis à la prochaine. À la prochaine!